Salut à tous, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à débugger du bash? Très probablement parce que c'est un langage qui est pas très facile à appréhender. Mais aujourd'hui, on va voir une petite technique pour avoir moins de problèmes bizarres, moins de comportements imprévus, improbables. Et cette technique, ça s'appelle l'idempotence. Alors l'idempotence, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un petit peu compliqué. Pour expliquer quelque chose de très simple, c'est juste le fait qu'on prenne un programme ou un script et qu'on le lance, et qu'on le lance une fois ou qu'on le lance 10 000 fois, le résultat va être le même. Donc le résultat va être le même, ça veut dire que s'il y a quelque chose à faire, ce script ou ce programme va faire ce qu'il y a à faire, et si c'est déjà fait, et ben le script va juste rien faire. Et donc pour vous donner un exemple d'idempotence, quand on fait apt-get install pour pouvoir installer un programme sur Ubuntu par exemple, bah cette commande là elle est idempotente parce que si je fais apt-get install Vim par exemple pour installer Vim, qui est un éditeur de texte au cas où vous n'êtes pas au courant, et bah si Vim est pas installé sur ma machine, et bah ça va installer Vim. Mais si Vim est déjà installé sur ma machine, et bah la commande va quand même réussir, mais je vais pas réinstaller Vim ou écraser mon installation actuelle ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Alors en fait je suis pas sûr à 100%, donc on va aller vérifier dans mon terminal du futur. Si je fais apt-get install Vim, il faut qu'on soit en sudo. Sinon ça marche pas. Là ça me dit est-ce que vous voulez l'installer? Bah pourquoi pas. Bon, on va l'installer, oui. Ok, bon bah là ça fait ce qu'il faut, hein, ça installe. Mais on va essayer de le refaire et on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc là probablement rien. Mais ce qui serait intéressant de savoir, ce serait le code de retour de la commande, voir s'il retourne la même chose ou pas. On est sur WSL, donc forcément tout n'est pas aussi rapide que si on était en natif. Mais bon, on va finir par y arriver. Et puis bon, ça nous permet de pouvoir admirer ce super terminal super fancy avec une petite vidéo d'un quartier au Japon en arrière-plan. C'est tellement beau, on s'en lasse pas. Ça tombe bien qu'on s'en lasse pas, vu que ça prend 10 ans. Voilà, parfait. Et donc maintenant, là, tout à l'heure je parlais du code de retour. Qu'est-ce que c'est le code de retour? Donc si je fais echo $point d'interrogation, code de retour, ça va me donner si la commande précédente a réussi ou pas. Donc si elle a réussi, cette variable-là, elle devrait retourner 0. Et si ça n'a pas réussi, ça va retourner n'importe quoi d'autre. Et ensuite, le chiffre n'importe quoi d'autre, ça va être le code de l'erreur. Donc en général, ça va être 1 s'il y a eu une erreur, on sait pas trop laquelle, mais si on veut spécifier une erreur en particulier, ça peut être 12, 23, 256, un petit peu ce qu'on veut. Et donc là, le code d'erreur, c'est 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si on refait la même chose, apt-get install Vim, là il va me dire, bon bah, Vim, c'était déjà installé, donc on n'a rien fait. Et si on regarde mon code de retour, j'ai toujours 0. C'est-à-dire que la commande a réussi dans les deux cas. Dans le cas où Vim était installé, et dans le cas où Vim n'était pas installé. Et ça m'a pas généré d'erreur, le programme n'a pas bugué ou planté, ça m'a pas dupliqué des choses ou quoi. Et donc ça c'est un bon exemple d'idempotence, du fait que une commande, qu'on la fasse une fois ou 10 fois, là je peux refaire ma commande autant de fois que je veux, ça va pas foutre le bordel sur ma machine. Donc un exemple de commande qui serait pas idempotente, ça serait par exemple si on veut créer un dossier et qu'on utilise la commande mkdir, donc on va faire mkdir coca, et ça va nous créer un dossier qui s'appelle coca. Donc là si on regarde, on a un dossier qui s'appelle coca. Donc là on pourrait regarder le code d'erreur par exemple et refaire echo $point d'interrogation. C'est toujours 0, ça veut dire que tout s'est bien passé, on a pu créer le dossier, pas de problème. Maintenant si je refais ma commande mkdir coca, voilà, on a une erreur parce que je peux pas créer un répertoire coca vu qu'il existe déjà, donc ça renvoie une erreur. Et si on regarde mon code d'erreur, là je reçois 1, ça veut dire que la commande précédente n'a pas fonctionné. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que ma commande, elle n'est pas idempotente. Quand je la fais la première fois, elle fonctionne, mais quand je la fais la deuxième fois, exactement la même commande, elle se met à plus marcher. Et c'est ce genre de petites choses-là qui peuvent nous mettre un peu dans la merde quand on utilise Bash. C'est que c'est très facile de faire des scripts qui sont pas idempotents, et donc c'est là où on peut commencer à rentrer dans des comportements un peu bizarres, ou si par erreur, par exemple, on fait tourner un script plusieurs fois, ou si par exemple, on fait tourner un script et puis qu'on l'arrête au milieu, comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Si on s'assure que de faire nos scripts de manière idempotente, c'est plein de problèmes qu'on évite juste en faisant ça, en faisant un petit peu attention. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui.
2-3 petites techniques pour éviter d'avoir ce genre de problème-là. Donc par exemple, dans notre cas de mkdir, pour pouvoir créer un dossier, comment on fait pour créer un dossier sans que ça bug la deuxième fois qu'on roule la commande? Si on regarde le manuel de la commande mkdir, donc man mkdir, toujours un bon réflexe de regarder le manuel des commandes pour savoir qu'est-ce qui est possible, on voit qu'on a une commande, en plus on a de la chance, c'est la deuxième, qui s'appelle -p ou "parent", no error if existing, make parent directory as needed. Donc là, -p c'est quand même assez pratique, ça permet deux choses. La première, c'est que on n'a pas d'erreur si le répertoire existe déjà. Donc là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc dans mon cas, si j'essaye de refaire ma commande mkdir coca, mais que je rajoute -p, il n'y a pas de problème. Le répertoire existe déjà, il l'a pas fait, il m'a pas répondu d'erreur, et mon code d'erreur est toujours 0, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça crée les répertoires parents si besoin. Ça c'est assez pratique, parce que si par exemple je veux créer un répertoire qui est /tmp/idempotence coca, mais que /tmp/idempotence n'existe pas, bah là je vais avoir une erreur parce que je vais essayer de créer un répertoire dans un répertoire qui n'existe pas. Et donc -p, ça va me permettre de faire ça. Donc par exemple, là -coca, si je crée un autre répertoire qui s'appelle blabla /coca, et ben maintenant je vais avoir un répertoire qui s'appelle blabla, et si je vais dans blabla, j'ai un autre répertoire qui s'appelle coca, ma commande mkdir, elle m'a créé les deux dossiers d'un seul coup. Donc ça c'est pas forcément directement relié à l'idempotence, mais c'est une bonne pratique parce que ça, on s'abstrait de l'état de la machine. Ça veut dire que ce script là, si on a un script par exemple qui contient une commande mkdir -p, quel que soit l'état de la machine, que les dossiers dont on ait besoin existent ou pas, et ben ils vont être créés quand on va créer notre dossier coca. Donc en fait, on n'assume pas qu'est-ce qui se passe sur la machine. Et c'est ça un petit peu la clé d'avoir des scripts qui sont assez résilients, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a de l'espace disque sur la machine, on ne sait pas si on a bien les bonnes permissions, on ne sait pas vraiment, il peut se passer plein de choses. Plus on a l'infrastructure qui grossit, plus les choses deviennent compliquées. Et le moins on doit assumer que les choses sont comme on pense qu'elles vont être. Parce que bien souvent, quand on a des problèmes bizarres, c'est parce qu'on a des assumptions qui sont fausses. Maintenant, si on revient ici, on va avoir un deuxième petit exemple, toujours très simple, la commande rm. Donc si j'ai un fichier, donc pour créer un fichier, on peut faire touch fichier, ça me crée un fichier qui s'appelle fichier. Bon, jusque là c'est simple. Ce qui est bon à savoir, c'est que la commande touch elle-même, elle est idempotente, ça veut dire que si je refais ma commande touch fichier, il n'y a pas de problème. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour la date de dernière modification du fichier. C'est une petite chose à prendre en compte, mais pour la plupart, on peut considérer que c'est une commande qui est idempotente. Mais là où je voulais en venir, c'est quand on veut effacer ce fichier avec la commande rm, donc rm fichier. Donc là je supprime mon fichier, il n'y a pas de problème, mais j'ai assumé que le fichier qui s'appelle fichier était là. Et donc si je refais la commande, bah là forcément je peux pas effacer un fichier qui n'existe pas, et donc je reçois une erreur. Donc encore une fois, ce qu'on va faire, on va aller regarder dans le manuel de la commande rm pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver qui pourrait nous aider. Donc man rm, et si on scrolle un petit peu, en fait on n'a même pas besoin de scroller. La première option, ça tombe bien, on a de la chance décidément, -f, ignore les fichiers non existants et les arguments never prompt, ne jamais demander. Donc, ne jamais demander, donc en fait pareil, là il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on va ignorer les fichiers qui n'existent pas, donc comme là exactement ce qu'on voulait faire. Et la deuxième chose, c'est never prompt, ne jamais demander. Probablement que si vous avez déjà essayé d'effacer des fichiers ou des dossiers avec la commande rm, ça va vous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ça. En général ça le demande quand vous supprimez des dossiers ou plusieurs choses. Et bien là -f c'est -force et on est sûr de nous, on veut effacer. Donc là si on reprend notre exemple et qu'on fait notre commande rm fichier, mais qu'on rajoute le -f, et ben il n'y a pas de problème. Même si on regarde encore une fois le code d'erreur, il n'y a pas d'erreur, 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas de problème. Et donc -f c'est un argument qu'on va retrouver dans plein de commandes bash, et c'est toujours un bon moyen de s'assurer que la commande fonctionne quoi qu'il arrive, sans assumer
qu'est-ce qui se passe sur notre machine. Alors évidemment, comme on force quelque chose, il faudrait quand même s'assurer que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Si là j'ai un dossier, qui s'appelle fichier, parce que quelque chose s'est vraiment mal passé avant, et que je fais RMRF, ou du moins RMF sur fichier, qui est en fait un dossier, je vais pas avoir de message de confirmation qui va me dire ah c'est un dossier, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir le supprimer? Donc forcément ça implique d'être assez sûr de soi, sûr de son script. Autrement ça peut être une bonne chose de quitter et de laisser le programme retourner une erreur, parce que si on peut pas effacer ce fichier ou ce dossier, c'est parce que quelque chose s'est tellement mal passé que on veut pas continuer parce qu'on n'est vraiment pas sûr de qu'est-ce qui est en train de se passer. Maintenant qu'on a vu que la plupart du temps il y allait avoir des options ou des arguments qui vont nous aider à rendre nos commandes un petit peu plus idempotentes, comment est-ce qu'on fait quand on a des commandes qui supportent pas, qui ne nous permettent pas juste avec une petite option de vérifier que tel fichier ou tel dossier existe ou n'existe pas? Comment on fait? Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder, on va vérifier que le fichier existe avant de faire ce qu'on va faire. Donc là, comme exemple, on va vouloir modifier, rajouter plutôt un paramètre dans un fichier de configuration, quelque chose qui est très courant en administration système. On veut rajouter un paramètre. Donc là, moi l'exemple que j'ai pris, c'est j'ai un fichier dans WSL, donc là j'utilise WSL, Windows Subsystem pour Linux ou quelque chose comme ça. Ça permet d'avoir Linux dans Windows. Ouais, utilise Windows. Donc ce fichier, il se trouve dans etcwsl.conf et c'est un fichier de conf comme on en voit souvent. Et je voudrais rajouter une option ici qui s'appelle root et qui vaut /. Et donc ça permet de monter mes disques Windows dans ma partition Linux. Oui, je sais, c'est pas bien d'utiliser Windows, mais on va pas le faire comme ça parce qu'on veut utiliser un script pour le faire et puis pour montrer pour l'exemple. Et donc comment on ferait? On ferait quelque chose du style echo notre paramètre, donc c'est root égale / et ça on le rajoute donc avec deux chevrons pour l'ajouter sans effacer ce qu'il y a dedans, notre fichier wtc wsl.conf. Donc on ferait ça. Mais là, si vous avez suivi jusque là, cette commande là, si je la fais une fois, bah, ça va m'en rajouter une fois. En fait on va le faire, on va voir. Et ben si je cat, et ben là j'ai bien mon root égal, mais si je la refais une autre fois ou une autre fois et que je cat, et ben à chaque fois que mon script va exécuter ou que ma commande, et ben je vais me retrouver avec autant de fois que j'ai exécuté ma commande, ce qui est pas idéal. Idéalement on voudrait que que root égale / ça soit dans mon fichier, mais que ça le rajoute pas si on relance ma commande. Et on va vérifier que la ligne existe ou pas dedans. Par exemple, grep avec mon root. On pourrait mettre juste root, mais pour pas que ce soit ambigu, on va mettre toute la ligne entière. Et on va chercher ça dans mon fichier. Donc grep va chercher cette ligne dans le fichier. Donc là, elle n'y est pas. Donc grep retourne 1, qui est un code d'erreur. Il n'a pas trouvé cette ligne dans le fichier. Donc comme ma commande grep retourne une erreur quand on ne trouve pas le fichier, on pourra le mettre dans un if et faire if. Là ici on va rajouter un point d'exclamation parce que if va tester que la commande, va tester si la commande s'est exécutée sans erreur ou non, et là elle s'est exécutée avec une erreur. Donc en fait on veut, là ce qu'on dit c'est que si cette commande retourne une erreur, parce qu'on a ajouté le point d'exclamation ici, et bien dans ce cas là on va vouloir faire ce qu'on faisait avant, qui est notre echo blablabla root égale / et ça on va le rajouter dans notre fichier wsl.conf. Donc là comme la ligne est un petit peu longue, on va venir dans un éditeur de texte, ça va être plus sympa, ça va être plus lisible. Donc on va reprendre notre petite ligne ici et on va coller ça. On va dire que c'est du shell pour colorier ça un petit peu, et on va sauter des lignes là où c'est bien, on va indenter là où on aime bien, et on va rajouter, on va fermer notre boucle ici. Donc ça, c'est bien. On vérifie que si on a notre paramètre déjà dans ce fichier,
Si on ne l'a pas, c'est-à-dire si cette commande-là retourne une erreur, ça veut dire que ça n'est pas été trouvé ici, eh bien on va écho notre paramètre à la fin de notre fichier de configuration. Ok, c'est très bien. Mais si notre fichier ici, il n'existe pas, bah, la commande elle va quand même échouer. Donc il faudrait rajouter une autre condition pour vérifier que le fichier existe bien. Et donc pour ça, on va tout simplement rajouter un autre if. Donc on pourrait par exemple juste tout décaler et rajouter ici un if. Et là on va vérifier que ce fichier ici existe. Donc on va utiliser une fonction de bash qui nous sert justement à vérifier que les fichiers existent. Donc là on va mettre des crochets parce qu'on est en train de faire un test, -f pour est-ce que le fichier existe et le nom de fichier. Et donc ici then fi. Et donc là si ce fichier existe, eh bien j'exécute ça, et si cette commande là échoue, ça veut dire que j'ai pas ça ici, et donc là je rajoute mon paramètre dans mon fichier. Donc là on commence à avoir quelque chose qui est solide, on s'assure que notre fichier existe bien, et on s'assure que la ligne qu'on va rajouter n'est pas déjà dans le fichier, et donc là on commence à avoir quelque chose qui est bien, et que si j'exécute plusieurs fois, je vais pas avoir de surprise, je vais juste rajouter la ligne si elle est pas là. Et donc comme la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Bash, je me suis amusé à faire la morale à Ubuntu, on va améliorer un petit peu le script pour que ça soit pas trop nul, hein, puis pour que je respecte quand même mes propres conseils. Et là on commence à avoir un script qui fait du sens, qui a des variables qui sont nommées avec des noms qu'on peut comprendre ce que c'est, et qui s'assure bien que le fichier est présent, qui s'assure bien que la ligne n'est pas déjà présente dans le fichier avant de l'insérer dedans. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus long à écrire que juste la ligne qu'on avait au départ, mais on a beaucoup plus confiance dans ce script et on va pas avoir le peur de l'annuler au milieu s'il y a un problème, ou c'est un script dans lequel on a plus confiance, qui est plus solide. Là, vraiment, ce qui est important ici, c'est le -f qui nous permet de vérifier qu'un fichier existe. Il y a d'autres petites astuces dans Bash qui nous permettent de vérifier qu'un dossier existe. Donc ça serait, au lieu de -f, ça serait -d. Et on a aussi autre chose, on a -z qui nous permet de vérifier qu'une variable n'est pas de taille 0. Donc ça veut dire qu'on a une variable, si elle n'a pas été déclarée, ou si elle a été déclarée guillemets, donc en gros une chaîne vide, on peut tester si une variable existe ou n'existe pas. Ça c'est quand même plus pratique quand on commence à appeler des scripts à droite à gauche et qu'on utilise des variables. On va pas assumer que la variable existe, on va vérifier avant si c'est le cas ou pas, mais on va pas vraiment vérifier si elle existe ou pas, parce qu'en Bash elle existe un petit peu toujours, mais on peut vérifier si elle est vide ou pas. Et si c'est vide, peut-être que on a eu un problème, et donc là en fonction du script on va soit sortir avec une erreur, soit réinitier la variable, ou soit faire ce qu'on a à faire, mais au moins on a vérifié, on est au courant, on sait ce qui se passe. Donc voilà, c'était des toutes petites astuces, c'est pas vraiment les astuces en elles-mêmes qui sont importantes, c'est plus l'idée de ne pas assumer. Tout simplement, on pouvait résumer la vidéo en juste une phrase, ça serait ne pas assumer qu'est-ce qui se passe sur la machine, ne pas assumer que des variables existent, ne pas assumer que des fichiers existent, ou que des dossiers existent, ou qu'il y a de l'espace sur le disque dur, ou qu'on a les droits d'accéder à ce qu'on veut accéder. Il faut le vérifier avant, et soit retourner une erreur, soit continuer malgré tout, en forçant s'il y a besoin ou quoi. Mais c'est ça en gros l'idée, c'est de ne pas assumer qu'est-ce qui se passe sur la machine, et c'est ça va vraiment vous aider à avoir des scripts qui sont beaucoup plus solides, et dont vous n'allez pas avoir peur de les tourner. C'est-à-dire, je lance mon script, je sais que s'il y a eu un problème au milieu, je peux relancer mon script, et je sais que la première moitié elle va pas être faite 2 fois, elle va pas laisser des fichiers traîner à droite à gauche et des choses comme ça. Donc si le script Bash c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse un lien vers ma dernière vidéo sur Bash, où je vous donne plein de petites astuces pour faire des scripts un petit peu plus clean. Et je pense que ce qui pourrait être marrant, c'est que si vous avez des scripts, qu'ils soient bons ou mauvais, vous pouvez me les envoyer, et puis on va les regarder, on va peut-être faire une nouvelle vidéo là-dessus, et puis voir qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver pour améliorer. Peut-être que ça sera l'occasion de partager d'autres petites astuces de magie noire de Bash. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis on se retrouve la semaine prochaine. À plus.